Bonjour Marine Lindman. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes socialiste, ancienne ministre du Logement. Vous l'avez été sous les gouvernements de Pierre Mauroy puis de Lionel Jospin. Aujourd'hui, vous êtes sénatrice de Paris, membre du Bureau national du Parti socialiste. On va faire un petit tour d'actualité politique ensemble. Mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez? Alors, je propose un autre regard qui est d'affirmer avec force que le grand reflux libéral qu'on a connu depuis les années 80, milieu des années 80, est en train de retomber et que partout dans le monde, on cherche des alternatives. Je regrette que ces alternatives soient souvent identitaires d'extrême droite ou populistes réactionnaires, nationalistes parfois. Et je pense qu'il est fondamental que la gauche, le courant progressiste et socialiste réaffirme avec force son projet, car je ne crois pas que l'avenir est à la social-démocratie molle qu'on a connue depuis quelques années. Je pense que le socialisme républicain à la Jaurès a toute son actualité si on veut bien justement le moderniser. Alors justement, lundi, votre parti politique, le Parti socialiste, le parti de Jaurès, a réuni ses cadres pour évoquer la campagne des législatives. Dans la journée, on a vu quelques députés sortants annoncer leur soutien aux candidats de gauche, présents au second tour, notamment d'ailleurs des candidats de la France insoumise, mais aucune consigne officielle n'a fuité, ou en tout cas n'a été donnée à l'issue de cette réunion. Pourquoi, Marine Lindman? Alors moi personnellement, j'ai appelé à voter systématiquement pour le candidat de gauche le mieux placé au second tour. Alors, on a eu droit à un bal des incertitudes et de l'ambiguïté, puisque ce qui a été convenu, c'est de soutenir les candidats qui défendaient, qui étaient le plus proche de nos idées et de notre programme, et que dans ce programme, il y avait le refus des ordonnances pour la loi travail, le refus de baisse du nombre de fonctionnaires, ce qui, en d'autres termes, voudrait dire qu'a priori, on ne vote pas pour les candidats d'Emmanuel Macron. Mais on voit bien que derrière cette confusion, il y a une crise majeure de la stratégie d'unité des forces de gauche et écologistes, et que le Parti socialiste a mal avalé la pilule d'être battu par Jean-Luc Mélenchon. Mais ça veut dire que si le groupe socialiste élu, il pourrait ne pas voter la confiance au président de la République? Pour moi, ça va être l'un des premiers rendez-vous essentiels. On a un conseil national samedi après l'élection législative deuxième tour. Et moi, j'espère que nous aurons un vote dans les instances nationales du PS pour demander à nos députés, puisque telle est la règle, de ne pas apporter la confiance à Emmanuel Macron et de dire clairement que nous sommes dans l'opposition. Être dans l'opposition, ça ne veut pas dire être Pavlov quand il y a des choses bien comme la création d'une banque, par exemple, pour que tous les partis aient accès à des financements, là, moi, franchement, je ne vois pas pourquoi on irait voter contre. Donc, mais le cap stratégique doit être celui d'une opposition. Et ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire je ne crois pas que la poursuite et l'amplification de la vague libérale qu'on subit depuis des années soit bonne pour les Français et pour la France. Donc il faut s'y opposer et force est de constater que si on avait été plus unis pour porter une alternative, quand on regarde les résultats, nous aurions été au second tour de l'élection présidentielle et la situation aurait été radicalement changée. Je dis on, je veux dire la gauche et les écologistes. Je ne parle pas du seul Parti socialiste. Mais en même temps, comment vous expliquez ce paradoxe qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de vos candidats, de vos camarades socialistes, plutôt de la gauche socialiste, aient été éliminés dès le premier tour et que ceux qui s'en sortent le mieux, finalement, ce sont les anciens qui ont soutenu la politique et le quinquennat de François Hollande, je pense, évidemment. C'est pas un paradoxe parce qu'ils n'ont pas de candidat En Marche en face. Donc en fait, ils sont des faux nés d'En Marche. Voilà. Bon, donc c'est pas un paradoxe. En Marche a mis des œufs dans tous les paniers, l'alliance avec le Modem, le groupe En Marche et quelques faux nés à gauche et à droite, et en particulier celles et ceux qui ont soutenu la politique du gouvernement. Mais quand même, plusieurs de vos amis aujourd'hui soutiennent, je pense à Manuel Valls, je pense à Najat Vallaud-Belkacem, je pense à Myriam El Khomri. Oui, d'accord, c'est pas mes amis. Vous soutenez aussi ces... non, c'est pas vos amis, mais est-ce que ce sont des gens qui sont dans votre parti politique? Plus Manuel Valls. Mais Myriam El Khomri, par exemple, dans le 18e arrondissement, qui est face à un candidat de droite, est-ce que vous la soutenez comme Anne Hidalgo la soutient d'ailleurs? Entre deux En Marche, je préfère celui de gauche, en tout cas celui qui a des références à gauche. Très franchement, je trouve que la situation est très difficile. En tout cas, Myriam El Khomri, dans la majorité municipale d'Anne Hidalgo,
c'est toujours mieux que d'être contre. Alors hier, en annonçant votre venue dans la Midinale sur Twitter, un tweetos vous a posé une question. Il se présente comme un bourdieusien tendance lourdonienne et il vous demande à quoi ça sert d'être encore au Parti Socialiste aujourd'hui. Ben, ça sert à essayer d'œuvrer pour un rassemblement de toutes les forces de gauche et en respectant une diversité politique, culturelle et historique, idéologique, parce que la gauche française n'est pas unanime, univoque. Et donc, il me paraît important que le courant socialiste, républicain et réformiste, mais pas la réforme telle qu'elle est aujourd'hui, un peu dans la tradition de l'évolution révolutionnaire, puisse être présent dans une recomposition de la gauche. Et je pense qu'il faut que le Parti socialiste redevienne ce parti-là. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule culture, il y a la culture communiste, il y a une culture protestataire, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon lui-même dit qu'il ne se situe pas uniquement dans le clivage gauche-droite, qu'il est même pour lui pour une part dépassé, et il se situe dans le clivage élite-peuple, ce qui au passage peut parfois être ambigu, mais aussi procède d'une des formes d'identité de la gauche. C'est un vieux débat entre Gued et Jaurès, puisque je vous rappelle qu'au moment de l'affaire Dreyfus, une partie des gens disaient on ne va pas s'occuper de ce bourgeois de Dreyfus. Voilà, donc il y a des cultures, je ne suis pas en train d'attaquer les uns les autres, il y a des cultures. Je ne crois pas qu'un seul parti peut incarner la gauche, et en tout cas, la gauche ne peut pas être monocolore. Maintenant, ce qui est certain, c'est que si le Parti socialiste n'est plus un parti qui veut l'unité, qui affirme son identité à gauche et devient une espèce d'ersatz de centre-gauche mou, là évidemment j'aurais plus rien à y faire. C'est vrai qu'on a été mis à mal dans la période récente, dans le quinquennat, mais pour la première fois de l'histoire, nous avons tenté de résister à cette dérive. Pas avec tout le succès qu'on pouvait souhaiter, et c'est quand même bien cette dérive-là qui a été rejetée par les citoyens, puisque François Hollande n'a pas pu se représenter. Mais qu'est-ce que vous pensez de toutes ces initiatives qui commencent à émerger au sein du Parti Socialiste? Justement, vous parlez d'union, ou en tout cas de rassemblement de toutes les sensibilités. On voit qu'Anne Hidalgo crée son mouvement. Benoît Hamon prévoit de lancer son propre mouvement le 1er juillet prochain. C'est positif? C'est qu'il y a une écoutez, moi, dans la phase où nous sommes, où on est dans une phase où on n'a pas encore entamé le processus de recomposition, on est plutôt dans un processus de décomposition qu'il faut arrêter, mais qui est souvent en corollaire. Il est nécessaire que chacun exprime aussi en sincérité ses convictions, sa vision stratégique, la manière dont il pense que doit s'opérer l'avenir de la gauche. Et après, il faut créer les convergences. Moi, je vais essayer de m'attacher à travailler à toutes ces convergences, mais commencer à tuer dans l'œuf toute initiative qui viserait à recomposer, ne serait-ce que partiellement, le paysage de la gauche serait quand même d'abord ressenti comme une démarche bureaucratique. Alors après, le risque, c'est évidemment l'hyperémiettement. Mais ce n'est pas à vous que je vais dire, quand je vois tous les mouvements qui se sont rassemblés, et d'abord dans le Front de gauche, puis d'une certaine façon avec la France insoumise, qu'un certain foisonnement est parfois nécessaire avant la recomposition. Il ne faut pas que ça dure trop, mais ça peut être très positif. On entend votre message d'union, et en même temps, c'est quoi votre rêve à vous, Marie-Noëlle Lienemann? C'est un grand parti de la gauche? C'est un grand parti de la gauche? Non, c'est une fédération. C'est une fédération? C'est une fédération de mouvements de gauche assez équilibrés, parce que je crois qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit hyper hégémonique, et ça a été d'ailleurs un des problèmes du PS, et une fédération avec une stratégie, alors j'allais dire de programme commun, mais c'est trop restreint, je dirais plutôt de plateforme de transformation sociale proposée aux Français, dans lequel aussi on associe pas simplement les forces politiques, mais les mouvements citoyens, les organisations syndicales, les associations, des groupes de réflexion, parce que je crois qu'à l'étape où nous sommes, un peu comme du temps du Front populaire, il y a à la fois une bataille programmatique, il y a une bataille de mobilisation contre ce que va faire Emmanuel Macron, et il y a une bataille plus large de transformation sociale. Quelle évolution on veut dans la société française? Quelle bataille culturelle on mène? Et c'est là, elle peut se mener, bien sûr, en accédant au pouvoir national, dans les collectivités locales, mais dans les combats syndicaux, mais dans la bataille des idées ou des pratiques. Et donc, je crois que c'est ce grand mouvement qu'il faut essayer de renouer. Une dernière question. Hier, on a appris qu'une trentaine de députés, de sénateurs, étaient sur le point de former un groupe politique
En Marche au Sénat. Ça vous inquiète, cet hégémonisme justement dont on parlait à l'instant, qui a été la tentation à un moment du Parti Socialiste, cet hégémonisme, on parle même d'un groupe En Marche à la mairie de Paris qui pourrait mettre en difficulté la majorité municipale? Bon, alors, séparons les choses. Au Sénat, moi je préfère qu'il y ait un groupe En Marche clair plutôt que d'avoir sans arrêt au sein du groupe socialiste des bisbilles parce qu'on est un Parlement comme l'Assemblée nationale, donc on a à se situer par rapport aux propositions gouvernementales et on ne peut pas être dans l'ambiguïté. Donc ça, je ne sais pas si ça ira au bout parce que les centristes ne sont pas chauds et parce que le groupe radical de gauche non plus. Mais en tout cas, ça a une certaine logique puisqu'il s'agit de se situer par rapport à l'action gouvernementale. Alors, à la mairie de Paris, je trouve que les choses sont un peu différentes parce qu'il y a des gens dans En Marche qui étaient avec la maire de Paris élus pour une majorité municipale sur un contrat municipal et d'autres qui ont été élus contre ce contrat municipal. Il ne me semble pas que le suffrage universel ait acté une clarification avec une nouvelle force. Ça viendra peut-être à l'élection municipale, mais pas maintenant. Donc, je ne suis pas certaine qu'un groupe En Marche ait beaucoup de sens avec M. Tibéri d'un côté ou Jean-Louis Micika de l'autre, ce qui quand même me paraîtrait quand même pas très clair. Alors hier, j'ai reçu Elsa Faucillon, elle est candidate communiste dans la première circonscription des Hauts-de-Seine. Elle a reçu le soutien de toutes les forces de gauche pour affronter le candidat de la République En Marche, la candidate de la République En Marche. Elle vous a posé une question. Elle a souhaité vous interroger sur les besoins en matière de logement en Ile-de-France et elle vous demande si vous êtes d'accord de monter à 1 milliard d'euros l'aide à la pierre afin de construire davantage de logements et de faire baisser les loyers. Question concrète, vous êtes d'accord, Marine Lienemann? Alors 1 milliard, c'est peut-être beaucoup dans un premier temps, mais en tout cas, il faut remonter très fortement l'aide à la pierre, parce qu'en effet, il faut remettre à plat les loyers qui sont trop élevés, et il faut effectivement que les nouveaux logements qui sortent soient plus en phase avec les HLM, soient plus en phase avec les ressources réelles des Franciliens. Néanmoins, j'y rajouterai un corollaire, parce qu'il ne faudrait pas que les dépenses, le fonds public entretiennent la spéculation. Or, même avec les HLM, on achète du foncier au prix du marché. Donc, plus on met d'aide à la pierre, d'une certaine façon, déjà, c'est le problème des aides fiscales qu'il faut totalement recalibrer. Avec des aides fiscales, c'est en fait au bout de la chaîne, c'est le propriétaire foncier qui finit par s'enrichir au bout de 10 ans parce que son terrain a pris beaucoup de valeur. Donc il faut des politiques de régulation des prix, de régulation du foncier, et donc à la fois des outils publics pour le foncier, mais aussi des régulations globales de prix. Et je pense que de ce point de vue, la fiscalité sur le foncier devrait être une priorité de ce mandat. Merci beaucoup Marine-Noëlle Lienemann. Demain, je recevrai Monique Pinson-Charlot, la sociologue de la bourgeoisie. Vous avez une question pour elle? Alors, je vais lui demander comment elle a ressenti cette campagne. Est-ce que quand elle parlait des privilèges de la haute bourgeoisie dans les Hauts-de-Seine, elle était entendue et comprise? Et comment elle explique aussi est-ce qu'elle a eu le sentiment que les citoyens s'intéressaient vraiment au fond, parce qu'elle pose des questions de fond de l'organisation de la société française, est-ce qu'ils s'intéressent vraiment au fond des choix de société, ou est-ce qu'au fond il y a une espèce de lassitude démocratique, ce qui plaiderait, comme je le ressens aussi, plutôt pour un changement des institutions de notre République. Je lui transmettrai la question, merci beaucoup.